vous n'avez certainement jamais entendu parler de cet homme et c'est tout à fait normal. Il s'appelle Vladimir Titov, il a 66 ans, il est russe bien sûr, né à Moscou et depuis 10 ans maintenant, eh bien, il est en charge pour le ministère russe des Affaires étrangères des relations avec les pays européens. Sauf que cet homme, eh bien, il vient d'être démis de ses fonctions. On continue d'ici d'en parler avec Renaud Girard, le général du Tartre ici présent et Nathalie Schrin. Bonjour à vous. Vous nous avez rejoint, vous êtes française d'origine ukrainienne, membre de plusieurs associations ukrainiennes. La première question, Renaud Girard, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, elle est un petit peu évidente. Cet homme était en charge des relations avec les pays européens, je rappelle. Aujourd'hui, entre les pays européens et la Russie, c'est un peu en froid, donc effectivement, est-ce que son poste était vraiment encore nécessaire ? Oui, alors c'est toujours... il faut essayer de garder évidemment des liens diplomatiques, parce que il faut quand même, à un moment donné, essayer de bloquer l'escalade. Il faut éviter août 1914, et donc on peut être tout à fait content que nous ayons toujours notre ambassadeur de France à Moscou, et qui est toujours un ambassadeur de Russie à Paris, comme il y a évidemment aussi un ambassadeur d'Ukraine à Paris. Il faut toujours garder ouverts les liens diplomatiques, les liens de dialogue, même si il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, mais il pourrait très bien y en avoir demain ou après-demain un dialogue. Et donc il faut garder à tout prix les canaux ouverts. Ça veut dire que ce limogeage ne va pas dans le bon sens pour vous ? Alors, je ne sais pas. Alors, on n'a pas donné les. Je connaissais pas ce monsieur. On n'a pas donné les raisons. C'est vrai que l'ensemble de l'Union européenne est assez hostile à la Russie, puisqu'il y a des sanctions qui sont même votées même par la Hongrie, parce que les sanctions sont adoptées à l'unanimité des membres de l'Union européenne, et la Hongrie a voté. Pour le moment, je crois qu'il y a eu 14 paquets de sanctions successives votés par l'Union européenne. Alors la Hongrie est un peu différente parce qu'elle essaye aujourd'hui une mission diplomatique et finalement pourquoi pas, elle est plus proche des Russes, mais elle vote quand même les sanctions contre la Russie. Alors est-ce que c'est pas l'âge d'abord, parce qu'il a 66 ans comme vous l'avez dit? Oui, c'est vrai. Et on dit que en Russie, la limite dans la fonction publique c'est 65 ans. Sauf que des proches de Poutine, et quand on est notamment dans des niveaux de fonction beaucoup plus élevés, on peut aller jusqu'à 70 ans facile. Donc l'argument de l'âge, c'est vrai, a été... Oui, mais il y avait par exemple, moi je pense que l'argument de l'âge peut être quand même un argument important, parce qu'il y avait par exemple un très bon ambassadeur de Russie en France, qui s'entendait très bien avec Chirac, même avec Macron, etc., qui s'appelait Orlov, qui parlait parfaitement français, que vous avez sans doute souvent d'ailleurs interviewé ici sur LCI. Eh bien, il y a eu le coup près. Il a été, après la visite de Poutine à Macron à Versailles, qui avait été réussie en 2017, il a été mis à la retraite. À cause de l'âge. À cause de l'âge, oui, il y a le coup près de l'âge. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais oui, les relations sont très mauvaises avec l'Europe, la Russie et l'Europe. Et je pense d'ailleurs que la Russie privilégie ses relations avec l'Amérique. Elle veut des relations directes avec l'Amérique, à ses relations avec l'Europe. Elle a essayé de diviser les Européens, ça n'a pas marché. Et je pense que si un jour les Russes acceptaient de faire la paix, ou disons un cessez-le-feu en Ukraine, ils en discuteraient directement avec les Américains. C'est, à mon avis, leur plan. Argument intéressant, justement, parce que, général, ça pourrait être un signal aussi envoyé aux Européens, pas forcément en interne à Moscou, mais juste un signal envoyé aux Européens pour dire, jusque-là, les relations sont compliquées, vous nous mettez des bâtons dans les roues, ça commence sérieusement à nous agacer, donc regardez, à partir de maintenant, on ne va même plus faire l'effort de dialoguer avec vous, puisqu'on rompt, quelque part, certains postes diplomatiques importants pour communiquer avec vous. Alors, le fait que cet adjoint de Lavrov, il a 74 ans quand même, hein, oui, donc il est ministre. C'est un politique. C'est un politique, absolument. Et un proche de Poutine. Mais lui, c'est un diplomate de carrière, celui qui a été... son adjoint, oui. Mais c'est comme les ambassadeurs, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, vous êtes remplacé par des plus jeunes. Donc, la raison... il faudrait demander à Sergei Lavrov la raison pour laquelle son adjoint... ça va être un petit peu compliqué, vous imaginez bien. On peut lui parler, je pense, et ça pourrait peut-être lui poser la question, tout simplement. Et peut-être que les diplomates pourraient le faire. Non, effectivement, c'est comme disait Renaud Girard, la relation est effectivement très
compliqué avec les pays européens, mais c'est pas pour autant qu'il va pas avoir un remplaçant. C'est pas une suppression de poste. Ça, c'est autre chose. Il n'a pas été annoncé pour l'instant. Non, mais il est fort probable qu'il y aura un remplaçant. Mais ça m'a aussi illustré le fait que les relations ne sont pas bonnes du tout. Et comme le disait Renaud, et c'est une chose très importante, c'est que l'Europe a réussi à rester unie. Et ça, c'est quand même c'est presque unique d'ailleurs dans l'histoire vis-à-vis de la Russie. Et je crois que c'est une très bonne chose pour l'Europe. Et il faudra un jour compter. Mais je pense également aussi que si à un moment il y a un cessez-le-feu, s'il y a un plan de paix, le premier dialogue, il est avec les États-Unis. Poutine ne veut parler qu'avec le président américain. Se peut-il malgré tout, Nathalie Schrin, que cette décision, ce limogeage, soit en fait lié à l'affaire des missiles américains situés en Allemagne ? Tout est possible, mais moi en tout cas ce que je pense c'est que le dialogue avec la Russie est de toute manière très compliqué parce que pour avoir un dialogue il faut avoir confiance avec la partie adverse et là la confiance elle est rompue depuis très très longtemps hein. Ils nous ont menti tellement souvent que c'est compliqué de discuter avec eux. Ils tiennent pas parole. Ils ont dit que non on n'attaquerait pas l'Ukraine. Ils se sont bien engagés dans une guerre et dans un massacre pas possible. Comment voulez-vous qu'on puisse, même nous, en Europe, discuter avec des gens qui n'ont pas de valeurs qu'on puisse reconnaître. On sait très bien que les Russes n'ont pas beaucoup de valeur pour tout ce qui est humain. C'est compliqué de discuter avec ce genre de Quand vous dites personnes. les Russes, bien sûr, vous voulez dire en l'occurrence ceux qui sont en charge au Kremlin, bien sûr, pas le peuple russe, c'est évident. Non. Oui. Non, c'est pas le peuple russe. Pas Pas d'amalgame. Non. Surtout ceux qui luttent contre le régime, parce qu'il y en a. Hein, d'ailleurs, je fais un coucou à un ami qui s'appelle Vladimir aussi, et un Russe, et qui est là avec nous depuis plus de 10 ans. Il y en a et on les remercie. Il y en a plein. Regardez par exemple Nadezhda Koutepova qui est avec nous régulièrement sur les plateaux. Qui est une femme absolument extraordinaire et incroyable d'humanité. Elle a des origines ukrainiennes d'ailleurs. Donc non, c'est pour dire que c'est bien de penser, malheureusement, nous, on est dans une démocratie, on est dans un pays où on a une longue histoire vraiment de diplomatie et j'ose espérer que les Français, et je pense que les Français, parce que j'ai quand même du sang français, on est des gens très respectables, on tient nos paroles, on a donné des armes à l'Ukraine, on a tenu nos paroles, on a des valeurs humaines, on a des valeurs de démocratie, on a des valeurs extraordinaires quand même en France, en Europe. La Russie d'aujourd'hui, en tout cas, n'a pas ces valeurs-là. Et ça, c'est un problème. Alors bien sûr, il faut essayer de dialoguer. Avoir quelqu'un pour un point focus, pour dialoguer, ça serait, je pense que ça serait quand même une bonne chose. En tant que Française, je le pense, je l'espère. Mais en tant qu'Ukrainienne, j'avoue que j'ai beaucoup du mal à penser qu'on puisse avoir un dialogue avec les Russes. L'autre question sous-jacente, et alors là vous allez peut-être me dire que je vais loin, mais la question se pose quand même, c'est que cet homme, c'est un adjoint d'un certain Sergueï Lavrov, qui est, dit-on, toujours aujourd'hui, un proche de Poutine. Est-ce que, si on commence à limoger son adjoint, Renaud Girard, on ne va pas, au bout d'un moment, s'en prendre directement à Lavrov? Est-ce qu'il est potentiellement le prochain sur la liste? Alors, Lavrov, c'est vraiment le serviteur de Poutine. La garde ultra rapprochée. Oui, mais c'est pas un conseiller indépendant, c'est pas quelqu'un qui pourrait s'opposer, comme même on a eu dans le gaullisme. Par exemple, Mesmer, qui sur certaines questions s'est opposé, ou Georges Pompidou s'est opposé au général de Gaulle. Lui, il est sous son joug depuis le début. En fait. Voilà, mais c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, par exemple, Georges Pompidou, qui était le premier ministre général de Gaulle, a dit si vous exécutez, parce qu'il y avait des généraux, les généraux félons d'Algérie, il a dit si vous les exécutez, moi je démissionne, je ne vais pas cautionner cette exécution. Et de Gaulle a renoncé donc à l'exécution des généraux félons du putsch de 1961. C'était un homme, Georges Pompidou, qui était capable d'avoir son propre avis et de le faire valoir auprès de son supérieur, qui était le général de Gaulle. C'est pas le cas de Lavrov. Lavrov, c'est la voix de son maître. C'est la voix de son maître. Non, c'est un flatteur, si vous voulez. C'est la voix de son maître et c'est un flatteur. Il attend, il dit pas, voilà. Et d'ailleurs, on dit qu'il était
pas favorable à cette agression de l'Ukraine en février 2022. Mais il n'a pas démissionné, il a sans doute, parce que c'est pas un homme idiot, il a sans doute vu que ça allait être une catastrophe à la fois diplomatique, économique aussi, parce que les Russes auraient bien fait de continuer à prendre l'argent allemand pour développer la Sibérie, par exemple. Il y avait un autre plan. Je pense que Lavrov était conscient qu'il y avait une autre option, mais ce n'est pas une voie indépendante qui conseille Poutine de manière indépendante. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a des gens qui osent lui dire à Poutine exactement ce qu'il pense. Alors, ce qu'on disait au début de la guerre, c'était que oui, il en avait, mais qu'il n'en a quasiment plus, parce que justement, il s'est radicalisé et qu'il ne supporte plus la critique. Bon, c'est ce qu'on dit. Oui, parce que c'est sans doute réel, parce qu'aujourd'hui, si on se pose la question de savoir qu'est-ce que Poutine a apporté au peuple russe en 2 ans de guerre. Alors, il dit « J'ai protégé la Russie de l'OTAN ». Est-ce que, sérieusement, on croyait que les armées de l'OTAN, que les Lettons, les Lituaniens, les Polonais, les Allemands allaient mettre un casque lourd pour envahir la Russie? Non, c'est pas sérieux, si vous voulez. Donc, moi, je pense que s'il y avait eu un vrai débat en Russie, et s'il y avait eu un référendum sur est-ce que faut-il que nous, les Russes, allions attaquer l'Ukraine parce que pour empêcher l'Ukraine de tomber sous la coupe de l'OTAN ou de l'Occident, est-ce qu'il y aurait eu une majorité de Russes qui auraient voté en conscience pour cette guerre d'agression? Je ne le pense pas. Voilà, je ne le pense pas. Parce que c'est ça qu'on a. Oui, je parle d'élections libres. On a bien vu dans la dernière présidentielle que c'est pas tout à fait gagné. Repéré dans tous les reportages que vous avez faits, et c'est très difficile de faire des reportages en Russie, dans tous les interviews qui ont été publiées dans les télés, dans tout ce que j'ai pu lire, je n'ai repéré aucun enthousiasme dans le peuple russe pour cette guerre. Aucun enthousiasme.